Le feu repart en Gironde dans plusieurs secteurs à la fois, de Lèche-Cap-Ferret à l'ouest jusqu'à Marcheprime dans le sud-est où nous étions hier soir. 14 reprises sont donc signalées depuis le début de la journée. Le méga-feu reste officiellement stabilisé, mais le vent se renforce et la chaleur revient. Jusqu'à 42 degrés sont attendus demain. Paul-Luc Monnier et Stéphane Guillemot. Il semblait s'être calmé. Le monstre s'est aujourd'hui réveillé. Des reprises partout. Depuis l'hélicoptère de la sécurité civile, nous parviennent ces images cet après-midi. Les autorités évoquent une situation compliquée, avec au moins 14 reprises de feu. Nous sommes sur le front nord, à 3 km de Lacanau. Ici, à la mi-journée, la forêt recommence à brûler. Derrière ces arbres, encore intacts, la station balnéaire. Ouais, il ne faut pas que ça saute. Là, derrière, c'est non brûlé. Donc si ça saute derrière, ça va continuer à se propager, ça va prendre de l'intensité et ça va être compliqué. Il fait plus de 30 degrés. Le vent s'est levé. C'est le scénario que les pompiers redoutaient. Vous voyez derrière moi des pompiers qui travaillent avec des agriculteurs. Ils tentent de maîtriser comme ils peuvent les flammes, mais c'est de plus en plus compliqué car le feu progresse de minute en minute. Des pompiers au sol, appuyés dans le ciel par 23 moyens aériens. Nous sommes plus au sud, sur la commune de Lèche-Cap-Ferret. Ici aussi, le feu grignote à nouveau la forêt. L'inquiétude des hommes face à la progression des flammes. Les avions multiplient les largages. C'est à cet endroit que pour l'instant le feu est le plus virulent. La reprise est la plus importante. Pour les autorités, le feu est toujours stabilisé. Mais sur le terrain, nous observons des reprises partout. Ici, nous sommes au sud-est de l'incendie, près d'Audange. Là, on va rajouter du tuyau parce que le feu il est en train de revenir, on le voit, il est juste derrière là. On va passer à travers. Allez, c'est parti. En Gironde, l'incendie a ravagé 42 000 hectares, soit la plus grande superficie brûlée depuis 1949. Et on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Alexandre Reguin, en direct près de la commune du Temple en Gironde. Alexandre, où en est le feu ce soir, alors qu'on le disait, les vents devraient encore se renforcer demain? Bonsoir Jean-Baptiste. Oui, ici le vent parfois se lève, il tourne et ça tend un peu plus la situation pour les pompiers. Nous sommes à 15 km à l'ouest de la métropole de Bordeaux et vous pouvez le voir derrière nous, ces panaches de fumée impressionnants, ce sont des reprises de feu, toujours aussi intenses depuis la mi-journée. Des moyens aériens importants, des Canadair qui font des rotations ininterrompues dans le ciel, des pompiers également au sol qui font ce qu'ils peuvent pour contenir les feux. On compte 14 reprises de feu rien qu'aujourd'hui en Gironde. On peut vous l'assurer, vous l'avez vu dans nos reportages, que le travail des pompiers a été très compliqué et la nuit sera donc décisive. Demain, la météo sera encore moins clémente, les températures toujours aussi élevées, jusqu'à 42 degrés, vous l'avez dit Jean-Baptiste, dans le sud-ouest, un temps sec également. C'est une situation défavorable, d'autant plus qu'à partir de mercredi soir, selon des prévisions, le vent devrait s'intensifier, ce qui fait craindre le pire aux pompiers. Merci beaucoup Alexandre avec Stéphane Guillemot pour les images. Merci à tous les deux pour suivre l'évolution de ce feu en direct. Vous pouvez toujours consulter cette carte interactive de France Info. Il vous suffit pour ça de scanner ce QR code. Menace qui a brutalement interrompu les vacances de près de 4000 personnes. Dès ce matin, tous les campings et hébergements touristiques de Lacanau ont reçu l'ordre d'évacuer par précaution. Très peu de temps pour rassembler ses affaires et partir. Tout s'est déroulé dans le calme avec une inquiétude bien présente. Julien Cholin, Thomas Dozel. Il leur restait une semaine de vacances, interrompue brutalement. Cette famille anglaise a reçu l'ordre d'évacuer aux alentours de 9h ce matin. On était en train de surfer quand l'alarme a sonné sur les téléphones. Ma femme m'a appelé depuis la plage, on est revenu Fissa, on a tout remballé en moins d'une heure, on part. Comme eux, des milliers de vacanciers n'ont eu que quelques dizaines de minutes pour quitter leur camping et prendre la route. En cause, le vent qui s'est mis à souffler en direction de Lacanau, station balnéaire très fréquentée. Un crève-cœur pour beaucoup d'entre eux. Fin des vacances. Vous étiez arrivé quand? On est arrivé il y a 3 jours, samedi dernier. Ça fait mal. Ouais. Ça fait très mal. On attend nos vacances depuis 1 an et puis voilà quoi. Du coup, au bout de 3 jours, il faut rentrer à la maison. Vous reviendrez pas?
Non. Et la prochaine, on habite la banlieue, donc la banlieue parisienne, ça fait un peu loin quand même. Alors que le va-et-vient des bombardiers d'eau s'intensifie au-dessus de leur tête, les professionnels voient leurs clients partir amers. Pour l'instant, c'est compliqué à anticiper. Qu'est-ce que va devenir la saison? Jusqu'à présent, on était plutôt bien partis, mais donc on ne sait pas vraiment ce qui va en devenir sur le mois d'août. Alors certains clients relativisent, comme ce couple de Belges, des habitués qui préfèrent se projeter sur les prochaines vacances. On a déjà le document pour l'année prochaine, donc on va revenir. C'est surtout difficile pour les gens qui habitent ici. Nous, on va rentrer et on sera en sécurité. C'est triste, mais bon, ce ne sont que des vacances. 4000 vacanciers au total ont dû quitter la commune de Lacanau sur ordre de la préfecture. Bonne nouvelle tout de même pour près de 60 000 évacués. On l'a appris près de Bordeaux. Ils vont pouvoir regagner leur domicile. Cela concerne les habitants de ces 3 communes, Le Haillan, Mérignac et Eysines. Autre reprise du feu qui inquiète particulièrement dans l'ouest bordelais, c'est à Martignas-sur-Jalles. Les flammes se sont dangereusement rapprochées du camp militaire de Souges. D'importants moyens terrestres et aériens ont été engagés tout l'après-midi pour tenter de contenir le feu et de protéger les installations. Camille Gutin, Gauthier Duchesne et Marie-Pierre Cassignard. Il est 16h cet après-midi quand les pompiers viennent de repérer une reprise de feu. L'incendie menace directement le camp militaire de Souges, un site stratégique. Les bâtiments sont à quelques centaines de mètres. Cette route traverse d'ailleurs le champ de tir militaire. Les hommes du feu se préparent à affronter le monstre de fumée de plus en plus dense. On ne sait pas, on attend les ordres. On devrait attaquer, on n'a pas trop d'infos pour nous. Dans les airs, les Canadaires leur ouvrent la voie et commencent à larguer des litres d'eau sur les 2800 hectares de la base. Au sol, oui, on va faire marche arrière. Les premiers camions partent à l'assaut du feu. Tandis que des dizaines de pompiers sortent les lances à incendie pour empêcher la progression des flammes, toujours plus intenses. Le camp de Souges, situé à 20 km de Bordeaux, abrite le 13e régiment de dragons parachutistes. 1000 soldats, dont certains appartiennent aux forces spéciales. En lisière du terrain militaire, la bataille contre les flammes continue sans relâche pour ces pompiers. Il faut à tout prix protéger les environs de ce lieu stratégique. Sur ce terrain militaire sont présents différents dangers d'une zone militaire qui est déjà interdite à tout public. Et quand nous intervenons au sein même de cette emprise militaire, nous le faisons uniquement avec l'accompagnement et les consignes de l'autorité militaire. Les soldats avaient anticipé ce scénario. Vendredi dernier, ils avaient commencé à sécuriser les lieux avec des pare-feux creusés par des engins de chantier. Mais les militaires ne sont pas seulement mobilisés pour défendre leurs propres installations. Sur l'ensemble de la zone, 1500 d'entre eux prêtent main forte aux pompiers. Ils sécurisent les secteurs évacués, creusent des fossés, des pare-feux également pour contenir les flammes. Nous avons suivi leur action au plus près. C'est un reportage d'Alexandre Allais, Julien Pelletier avec Emmanuel. Armés de bulldozers, en plein cœur de la nuit, ces militaires du génie creusent et élargissent une ancienne piste forestière. Leur mission, créer un pare-feu pour empêcher toute propagation des flammes. Là, le principe, ça va être de retirer tous les matériaux végétaux et tout ce qui va permettre d'alimenter le feu. Donc on va venir chercher tout ce qui va être racines, les herbes, des choses qui pourraient tenir un brasier ou des braises sous la terre. Sur 12 km, les militaires créent un sillon de 20 cm de profondeur. Le pare-feu doit protéger les habitations toutes proches. Si le feu arrivait par ici, il se retrouverait stoppé net dans sa course sur ce sol qui est désormais dénué d'herbes et de branches. Leur stratégie évolue en permanence en fonction de la progression de l'incendie. Tu réattaques avec 2 bulles en passant par Saint-Jean-du-Lac par l'autre côté pour pouvoir remonter vers Vergenton. Des travaux lourds, indispensables pour aider les pompiers. Ouais, bon courage à vous. Qui désormais peuvent aussi passer par ces chemins élargis. 1500 militaires déployés sur cet incendie et ils ont un atout précieux. Ce drone Reaper, le voici au décollage de la base de Cognac, direction la Gironde. Contrairement aux hélicoptères et aux avions, il peut voler de jour comme de nuit pour reconnaître les points chauds. L'infrarouge révèle aussi les feux qui couvent. On aide les pompiers, les forces au sol dans leur prise de décision puisqu'on leur transmet en temps réel des images de la situation. Pour appuyer les secours, la gendarmerie a aussi déployé une dizaine de blindés.
les Centaures. Des véhicules multifonctions équipés d'un haut-parleur pour alerter la population. S'il fallait évacuer des gens, on peut emmener 7 personnes assises, 2 brancards. On a un système qui permet d'être autonome en recyclage d'air, ce qui fait que l'engin peut rentrer dans des zones avec de la fumée et là l'équipage sera en toute sécurité. Il dispose aussi de caméras thermiques qui permettent de repérer dans la nuit de nouveaux départs de feu, mais aussi les potentiels pilleurs. Et Alexandre Allais, on vous retrouve depuis la base aérienne de Cazaux. Vous vous apprêtez à embarquer ce soir dans un hélicoptère Caracal avec l'armée. Expliquez-nous quelle va être la mission. Oui, tout à fait, Jean-Baptiste. Nous nous apprêtons à embarquer avec cet équipage de l'hélicoptère Caracal pour une mission de lutte et de reconnaissance de cet incendie. Pour lutter contre cet incendie, l'hélicoptère Caracal dispose de plusieurs atouts et notamment de sa caméra infrarouge qui permet de détecter tous les points chauds et donc de venir en appui aux pompiers qui sont au sol et qui ne peuvent pas forcément les voir, notamment de nuit. Et puis surtout, l'hélicoptère Caracal dispose d'une très grande capacité de transport, c'est-à-dire qu'il peut emmener du matériel dans des zones très difficiles d'accès pour les pompiers. Et enfin, une dernière capacité, il peut venir en aide à des personnes qui seraient cernées par les flammes, notamment grâce à une capacité d'élitroyage. Depuis le début de cet incendie, l'hélicoptère Caracal vole 1 à 2 fois par jour. Eh bien, bon vol, Alexandre Allais. On verra vos images, évidemment, demain dans nos différents journaux. Les incendies qui ont également leurs victimes silencieuses. Depuis plusieurs jours, les images de biches et de chevreuils désorientés se multiplient. Mais les animaux les plus touchés sont souvent les moins visibles. Des insectes, des petits mammifères, incapables de fuir assez vite. Dans les zones accessibles, des associations organisent donc des maraudes pour recueillir les rescapés. Reportage Mathilde Gracia, Nathan Acloc et Océane Lavalette. Ils tentent de fuir le brasier. Mais bloqués par une clôture, ces chevreuils sont obligés de rebrousser chemin vers la forêt en flammes. Piégés par le feu et ses fumées toxiques, les animaux sont les victimes directes de ces incendies. Hérissons, oisillons, insectes ou encore lézards, beaucoup ont péri, incapables de fuir. D'autres se réfugient où ils le peuvent, comme ce chevreuil dans les ruines d'une zone commerciale. Pour venir en aide aux survivants, ces bénévoles multiplient les interventions. Ce faon a été recueilli par les pompiers ce matin. Il a les quatre pattes complètement brûlées, donc par le feu, puisqu'il a dû marcher des jours ou des heures, en tout cas dans les braises. Donc là, on lui a bandé les yeux pour qu'il soit calme pendant le transport. Donc là, il est dans la cage, on attend l'adresse du veto pour partir. Direction le centre de soins le plus proche, où le petit chevreuil est pris en charge. L'association de Rémi Sanchez reçoit des centaines d'appels pour des sauvetages. Au Porge, les animaux sauvages n'hésitent pas à s'approcher, comme ce jeune écureuil roux, à la recherche de nourriture. Là, comme ça, il n'a pas l'air brûlé. C'est presque étonnant vu la zone, mais c'est tant mieux. Donc on va juste essayer de le nourrir. Quelques graines devraient lui permettre de tenir le coup. Au milieu de ces paysages sans vie, impossible de trouver de quoi survivre. Alors, ces 2 chasseurs installent une trentaine de points d'eau et de grains dans la forêt. L'objectif, c'est de donner à boire aux animaux, c'est-à-dire aux oiseaux, aux chevreuils, aux sangliers, à tous les animaux qu'il y a sur la... Qui restent. Qui sont pas morts, quoi. Et il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, comme les espèces vivant dans les sols. Des insectes aux grands cervidés, il faudra jusqu'à plusieurs décennies pour que l'écosystème se reconstitue. Oui, justement, une fois que les flammes seront éteintes, il y a une autre bataille qui va commencer. Comment faire renaître la forêt ? Emmanuel Macron a appelé hier à replanter et à la rebâtir différemment. Au cœur du débat, bien sûr, la monoculture du pin maritime. Mais vous allez le voir, les sols sableux du massif landais, cet arbre, il reste souvent la seule solution vraiment adaptée. Alors, faut-il diversifier les plantations, élargir les pare-feux, mieux entretenir les parcelles ? Les professionnels cherchent encore le bon équilibre. Noé Poitvin, Yann Moine. Un feu gigantesque, une fumée infinie dans le ciel et juste en dessous, une forêt qui se consume. Aujourd'hui, voilà à quoi elle ressemble. 25 hectares de cendres. Jennifer Brousset était là. Elle a suivi la progression des flammes. C'est un désastre autant pour la faune et la flore que pour nous, habitants de la région, pour y vivre au quotidien. 1 hectare parcouru en 2 minutes 30. Le feu très rapide n'a rien épargné sur sa parcelle de pin maritime. Je pense que celui-ci, c'est un arbre qui va être abattu parce qu'il ne pourra pas vivre. Même si à la cime de l'arbre, on a l'impression qu'il est encore vert, dans quelques semaines, dans quelques mois, cet arbre sera mort.
toute cette parcelle-là que vous voyez sera abattue. Des pertes colossales, sans compter le reboisement, 25 000 € ici. Et il faudra attendre au moins 30 ans pour que les nouveaux arbres plantés atteignent leur maturité. Je vais me diriger vers du feuillu parce que je ne veux plus revivre ce massacre et cette peur au quotidien de se dire à quel moment la parcelle va prendre feu. Remplacer le pin très inflammable par une essence plus résistante comme le chêne, les propriétaires forestiers doivent-ils en passer par là? C'est le choix qu'a fait ce sylviculteur touché par un incendie en 2022 en plantant une haie de feuillus. Pas une solution miracle pour autant. Vous voyez ici, nous sommes en présence d'un sol qui est très sableux. Ce sol étant très pauvre, ne permet pas de recevoir des essences diverses et variées. Et même en diversifiant les essences, en créant des coupures entre les parcelles, régénérer la forêt s'avère difficile. On va faire des efforts qu'il faut, mais malheureusement, on ne luttera pas suffisamment contre la violence de la nature quand on la connaît comme en 2026. D'ici 2050, les surfaces françaises sensibles aux incendies pourraient augmenter de 50% sous l'effet du réchauffement climatique. Ces incendies qui bouleversent également les vacances de milliers de Français. Certains devaient rejoindre la Gironde dans les prochains jours. Ils hésitent maintenant à maintenir leur séjour. D'autres ont déjà été évacués. Alors, si le camping ou l'hôtel ferme, le remboursement est normalement dû. Mais si le vacancier renonce de lui-même alors que l'établissement reste ouvert, rien n'est automatique. Annulation, report, assurance. Quels sont vos droits? Léa Deschâteaux, Alexis Fischer et Valentine Lecaillon. Des milliers de vacanciers évacués à la hâte des communes touchées par les incendies en Gironde et dans les Landes. Des images qui ont marqué ce groupe d'amis. Ils devaient se rendre à la Teste de Bûche mais préfèrent y renoncer. Leur plateforme de réservation leur permet d'être intégralement remboursés. Le contexte il est trop grave pour pouvoir partir en vacances et profiter comme s'il ne se passait rien. Donc dans tous les cas, on ne serait pas resté. C'était juste la solution la plus raisonnable, dans tous les cas annulée, avec un plan B ou pas. D'autres préfèrent reporter leur voyage. C'est le cas de Josiane Berthier qui devait rendre visite à sa mère à Arcachon. Du coup, j'y vais plus. Plus du tout même. Tant que c'est pas arrangé, la route, le chemin de fer, je vais attendre, vraiment attendre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux vacanciers s'inquiètent pour leur séjour à venir. Concrètement, ça donne quoi pour la vie des vacanciers? On hésite à annuler. Nous étions censés partir sur le bassin d'Arcachon la semaine du 8 août. Ça va être annulé. Annulé, oui, mais à quel prix? Selon le Code du tourisme, les réservations situées dans des zones aujourd'hui interdites d'accès par la préfecture seront intégralement remboursées. En revanche, pour celles situées dans des zones où l'accès reste autorisé, pas d'indemnisation automatique. Cela se fait au cas par cas, comme ici pour ce site de location. Un voyageur qui viendrait en train et le train est annulé, il ne peut pas s'y rendre. Alors dans une zone non touchée par un arrêté préfectoral, on pourrait lui proposer un report, si vous voulez. Mais s'il ne peut vraiment pas s'y rendre. Du côté des transports, la SNCF propose l'annulation et l'échange sans frais des billets de train jusqu'au 31 juillet dans les zones sinistrées. Des incendies qui ont de nouveau endeuillé la communauté des soldats du feu. Un sapeur-pompier volontaire de 38 ans est mort hier dans les Bouches-du-Rhône. Son camion-citerne a quitté la route au nord d'Arles alors qu'il partait ravitailler le véhicule en carburant à l'issue d'une mission de prévention contre les feux de forêt. Il circulait seul et n'a pas pu être réanimé. Les circonstances de l'accident restent toujours à déterminer. Les pompiers du Var qui sont également largement mobilisés sur les incendies depuis de nombreux jours. Et on va retrouver Audrey Richy en direct à Ponteves où les pompiers luttent maintenant depuis 8 jours contre cet incendie, Audrey. Mais il y a une bonne nouvelle ce soir. On vient d'apprendre que le feu est désormais fixé. Oui, Jean-Baptiste, et pour la première fois depuis bien longtemps, les sourires étaient de mise ce soir au PC des pompiers lorsque le préfet du Var, mais aussi le commandant des opérations de secours ont annoncé aux maires des villages concernés par cet incendie qui sévit depuis 8 jours maintenant que le feu était enfin fixé. Il faut dire que toute la journée, nous avons observé de nombreuses opérations de noyage des 175 km de lisière de cet incendie qui a parcouru 4700 hectares dans le Var et que pour la première fois cet après-midi, malgré le vent, nous n'avons pas observé de reprise du feu. Une bonne nouvelle également pour la centaine de personnes qui demeuraient encore évacuées. D'ici demain matin, elles auront toutes regagné leur domicile.
Merci Audrey, avec Raymond Chaplard pour les images, pour cette bonne nouvelle. Le feu qui est donc désormais fixé dans le Var. On va rester dans le Var où un homme de 23 ans est soupçonné d'avoir provoqué au moins 3 départs de feu la semaine dernière autour de Brignoles. Il pourrait notamment être impliqué dans une partie de l'incendie du massif du Gros-Bessillon, sans que l'ensemble du feu lui soit attribué pour le moment. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Saada Souban, Audrey Richier, David Fossard. L'incendie volontaire a été provoqué il y a 10 jours. À Vins-sur-Caramie, 400 mètres carrés de forêt sont ravagés à cause d'un pyromane. Donc on suppose que le feu a été mis à peu près à cet endroit. Dans le secteur, en quelques heures, 3 départs de feu sont comptabilisés. Pour ce maire, aucun doute, ce sont des actes délibérés. On a bien compris que les feux n'étaient pas accidentels, mais étaient vraiment volontaires. C'est un acte de folie pour moi, vraiment. Et on met en péril notre vie, qui est la forêt provençale, qui est magnifique. Le pyromane se déplaçait à 2 roues. Repéré par des témoins, les gendarmes le mettent sous surveillance avant de l'arrêter. On le suivait depuis déjà 24 heures et on l'a interpellé chez lui, à son domicile, une fois qu'on estimait qu'on avait assez d'éléments pour aller chercher et le placer en garde à vue. Il s'agit d'un individu jeune, comme on l'a indiqué, c'est un individu de 23 ans qui est sans emploi. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Dans le Var, les pompiers luttent depuis 9 jours sur plusieurs fronts. Ces actes volontaires les exaspèrent. On a du mal déjà à traiter toutes les interventions. Donc c'est compliqué effectivement s'il y a des fous qui se permettent ce genre de comportement. Les pyromanes ont-ils conscience de leurs actes et de leurs conséquences? Non, car c'est une pathologie, rappelle cet expert. C'est vraiment l'excitation par le feu. Vous savez, c'est un peu comme toute addiction. Quand un joueur va jouer tout son argent au casino ou quand un alcoolique va se mettre à boire, il sent bien que c'est dangereux, il sent bien que ça va le mettre en danger, que ça a des conséquences négatives, mais quelque chose en lui l'empêche de résister. Dans 90% des cas, les pyromanes sont des hommes. Ils risquent de 15 ans de réclusion criminelle jusqu'à la perpétuité en cas de décès dans l'incendie qu'ils ont déclenché. Et avec la multiplication de ces feux, on l'a vu, la question du débroussaillement est essentielle et elle est même obligatoire autour de sa maison dans les zones à risque. Mais son application peut parfois conduire à des situations difficiles à comprendre, voire même ubuesques. Certains propriétaires doivent entretenir à leurs frais des terrains qui ne leur appartiennent pas. Thomas Dagna et Julien Pelletier. Rotophiles, tronçonneuses, déchiqueteuses, les grosses machines sont de sortie autour de cette villa bâtie sur 1 hectare de pinède. Elle appartient à Agnès Esteban. On va retirer toute la bordure, toutes les branches qui sont susceptibles de s'enflammer en cas d'incendie sur la parcelle voisine. Il y en a quelques-unes, je vois, oui. Il y a quelques jours, le feu est passé tout près de chez elle, à quelques centaines de mètres seulement. Un sinistre qui a poussé la retraitée à demander les services d'une entreprise. La loi oblige les propriétaires en zone à risque incendie à débroussailler pour faciliter le passage des pompiers et freiner la propagation des flammes en cas d'incendie. Chaque année, la propriétaire débourse 4 000 €. Et maintenant, plus ça va, plus il y a des incendies partout, on est bien obligé de faire attention. En France, les obligations légales de débroussaillement couvrent 52 départements, les zones en rouge sur cette carte. Mais seulement un propriétaire sur 3 respecte la loi. Ce n'est pas le cas d'Elisabeth Dubernay, dans les Landes. Elle est tenue de débroussailler 50 mètres autour de sa maison, ce qu'elle fait, mais ce n'est pas suffisant. Mon poulailler, c'est une construction, c'est considéré comme une construction, donc je dois aussi nettoyer sur un rayon de 50 mètres. Car le poulailler est au fond de son terrain. Il repousse donc la limite des 50 mètres en dehors de chez elle. Elle devrait débroussailler dans une forêt voisine qui ne lui appartient pas. Mais c'est injuste. C'est injuste parce qu'en plus, c'est pas chez moi. On n'a pas prévu, rien n'a été prévu en nous concertant dans cette loi. Par contre, ce qu'ils ont prévu, c'est qu'effectivement, on sera verbalisé. Si jamais on ne débroussaille pas contre en feu, on va être verbalisé. À quelques kilomètres de là, Charles Siracorzian entretient sa parcelle, mais hors de question de débroussailler au-delà. Ce retraité affirme ne pas avoir les moyens de prendre en charge le terrain voisin. Je ne vais pas m'amuser à mettre 5 600 €, faire un crédit pour faire un débroussaillage, je ne sais pas. Enfin, j'ai 980 € par mois de retraite. 980 et 6 000 € de débroussaillage, c'est pas possible. Il n'y en a pas question même.
En cas de non-respect, les conséquences peuvent être lourdes. Pour lui, le montant de l'amende pourrait dépasser 100 000 €, à raison de 50 € par mètre carré non débroussaillé. Les incendies qui emportent sur leur passage les maisons, mais également les souvenirs. La vie d'après les incendies, c'est un long parcours. Il faut se reconstruire psychologiquement, mais également rebâtir. Replanter, ça prend beaucoup de temps et ça se compte souvent en années. On est donc retourné auprès des habitants et des viticulteurs de l'Aude, 1 an après le terrible incendie d'août 2025. Où en sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pu regagner ou reconstruire leur maison? Reportage Camille Rijad et Audrey Burla. Des murs calcinés. Un bâtiment sans toit ni fenêtre. 1 an après l'incendie, la maison de Jean-Loïc Villa est comme figée dans le temps. Là, c'était la porte d'entrée avec la pièce à vivre, donc salle à manger, salon. Il en reste plus rien. Tout a été brûlé. Août 2025, l'ogre des Corbières dévore 17 000 hectares. Parmi les habitations détruites, celle du retraité. Sortez de là, s'il vous plaît. Sous le choc, devant sa maison en flammes. C'est l'économie d'une vie qui s'en va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez. Je ne vais pas mettre une balle dans la tête, ça changerait. Allez, on y va. Selon lui, au moins 500 000 € de dégâts. Voilà. Et tout est parti. Son assurance n'a pas encore estimé le coût des travaux. Relogé dans le quartier, il compte bien réintégrer sa maison. Ce terrain, je l'avais acheté, il est à moi. La nature a fait que ça a brûlé et je veux refaire ma maison ici. On vient du sol, on repart au sol. Regagner son domicile, une réalité pour d'autres. À quelques kilomètres de là, certains viennent tout juste de réintégrer leur maison. Pose de panneaux isolants, dernier coup de pinceau et arrosage des plantes. L'aboutissement de 210 000 € de travaux pris en charge par l'assurance. Un soulagement pour Olivier Rode. Tout ça, ça brûlait. Il n'y avait plus de charpente, plus de couverture, plus de façade, plus de menuiserie. On l'a vite refait pour vite oublier cet épisode. Pour nous, c'est de l'histoire ancienne maintenant. On est reparti sur l'avenir, c'est sûr. L'avenir du massif des Corbières, c'est la préoccupation des professionnels du secteur. Dans cette exploitation, 19 hectares de vignes réduits en cendres, soit 1/5 de la production de ce viticulteur. Mais ces souches, elles ont été complètement desséchées par l'incendie et donc on a dû les arracher. Au-delà des parcelles, son hangar abritant ces machines a été touché. 27 véhicules rongés par les flammes, des centaines de milliers d'euros en jeu. Ici, des épaves s'entassent, à côté de machines flambant neuves. On a pu racheter du matériel et on a pu faire le travail en temps et en heure. Parce que la nature ne s'arrête pas, elle n'attend pas. Hein. Le viticulteur compte replanter des vignes sur les parcelles sinistrées. Il devra attendre au moins 6 ans pour commencer à vinifier. Et la France n'est pas le seul pays concerné par ces feux. Au Portugal, plusieurs incendies mobilisent les pompiers dans le nord et le centre du pays. Et en Espagne également, des feux monstres ravagent plusieurs régions. Près de 80 000 hectares ont brûlé en seulement quelques jours, dont 50 000 dans la province d'Ávila. C'est le plus vaste incendie jamais enregistré dans le pays. Et comme en France, eh bien, une nouvelle vague de chaleur est attendue dès demain, Maëlys Septembre. Mètre après mètre, fumerole après fumerole, les pompiers espagnols tentent sans relâche de gagner la bataille contre un feu dévastateur. Vu du ciel, les dégâts sont impressionnants. Des kilomètres de forêt réduits en cendres. 5 jours que des incendies monstres, les pires de l'histoire du pays, dévorent la péninsule ibérique, près de Valence ou encore aux portes de Madrid. Face à un mur de feu, alimenté par des vents forts et une canicule écrasante, des pompiers comme dépassés. C'est imparable. Le feu est inarrêtable. Nous n'avons aucune coordination, aucune ressource. On ne sait pas où donner de la tête, où aller pour lutter contre le feu. Les flammes ont déjà ravagé quelques 80 000 hectares et forcé plus de 60 000 habitants à quitter leur maison. Des évacués encore choqués, comme dans ce centre à l'est de la capitale.
Je ne pensais pas voir ça un jour. C'est très triste. Tout est détruit. Ce soir, les habitants de 13 communes touchées par ces incendies ont été autorisés à retourner chez eux. Plus à l'ouest, le ciel portugais, lui aussi teinté d'orange par les brasiers. Des centaines de pompiers mobilisés face à plusieurs départs de feu hier et des habitants qui tentent tout pour sauver cette région rurale du nord-est du pays. Le feu n'est pas loin. S'il traverse la route et vient par ici, ce sera l'enfer. Au Portugal comme en Espagne, les autorités redoutent que la nouvelle vague de chaleur attendue dès demain n'empire encore la situation.